Alors, on va parler de Marguerite, et c'est dommage parce que là, pour le coup, la voix est très, très, très intéressante d'entendre la voix de Catherine Fro, parce que Catherine Fro donc joue le personnage de Marguerite, un personnage qui est inspiré d'une personne qui a vraiment vécu, qui s'appelait Florence Foster. Marguerite, qu'est-ce que c'est en deux mots? Tiens, on va quand même vous lire le synopsis vu qu'on n'a pas pu vous passer la bande-annonce. Le Paris des années 20, Marguerite Dumont est une femme fortunée, passionnée de musique et d'opéra. Depuis des années, elle chante régulièrement devant son cercle d'habitués, mais Marguerite chante tragiquement faux. Et oui, et ça va être tout la base du film, parce que personne ne va oser lui dire qu'elle chante faux, et c'est absolument génial. Alors Catherine Fro explique qu'elle a eu des doublures, qu'elle a pas tourné toute seule sur ce personnage, parce que des fois il fallait tellement chanter faux que sa voix n'arrivait pas à chanter aussi faux, ce qui est quand même hallucinant. En tout cas, on est face à, j'ai envie de dire, une grande prestation d'actrice. De toute façon, la Catherine Fro, je pense, va chercher son César tranquillement avec ce film. Mais en face d'elle, il y a Michel Faux. Michel Faux, on l'a connu longtemps déguisé en femme quand il jouait. Alors, d'ailleurs, même au César, il était venu. Ça avait été un moment très très drôle. Ils sont presque face à face. Michel Faux va, disons, assez rapidement dans le film jouer son professeur de chant. Lui, c'est un homme qui était quelqu'un de très reconnu dans le milieu, mais qui, plus les années passent, plus il se fait descendre. C'est très drôle. Par moments, il y a même vraiment des moments où on va pleurer de rire tellement que ça monte. Après, le film en lui-même, donc c'est de Xavier Giannoli, Xavier Giannoli qu'on avait, enfin voilà, un travail qu'on apprécie quand même depuis assez longtemps aussi. Et il va arriver, alors autant je trouve à trouver des choses avec une finesse géniale, avec des moments vraiment de grâce, des moments très très intéressants, par exemple sur tout le travail que représente le regard, tout le travail que représente l'œil, c'est-à-dire qu'on va avoir des gros plans des yeux, ce qui est aujourd'hui assez rare au cinéma. On va aussi avoir des gros plans de l'optique des appareils photo, et ça c'est voilà, c'est un geste qui est vraiment très beau. C'est une vraie déclaration d'amour à ces appareils photo où il fallait poser pendant plusieurs minutes pour que la photo puisse se prendre, parce qu'il y avait ce temps-là. Donc déjà, finalement, on apprend à voir comment on faisait des photos dans les années 20, et ça, rien que ça, c'est très très beau, parce qu'il y a beaucoup de photos prises, parce que finalement elle chante dans son salon, donc elle se met de temps en temps en scène pour créer des photos comme si elle avait été dans des grands opéras. C'est très drôle, mais dans la manière de filmer ça, c'est une vraie déclaration d'amour, et c'est filmé avec beaucoup de tendresse. Mais alors après, cet œil qui va arriver à un moment donné aussi dans le jardin, parce qu'elle va acheter une œuvre d'art contemporain qui représente un œil énorme, l'œil de son majordome, comment est-ce qu'il regarde sa patronne, là aussi avec de la tendresse, mais est-ce qu'il y a que de la tendresse? C'est aussi ça qu'on se pose comme question, et finalement, c'est un film qui est basé entièrement sur le regard des autres, le regard d'elle-même, parce que elle se regarde aussi en photo. C'est voilà, un des rares films qui va vraiment questionner cette notion de regard. Après, le film en lui-même, c'est un film qui dure presque 2 heures. Il aurait peut-être duré 20 minutes, une demi-heure de moins. Ça aurait peut-être pas été mal pour le film. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être ce petit moment parfois un petit peu long, parce que on se dit tiens, là on aurait peut-être pu avancer un petit peu plus vite. Mais sinon, le film qui était présenté à la Mostra de Venise, qui n'a pas eu de prix ni pour Catherine Fro ni pour le film. Alors, est-ce que le film en méritait un prix? Peut-être pas, mais Catherine Fro sans doute. C'est l'un des grands rôles de Catherine Fro. Catherine Fro, c'est quelqu'un qu'on aime depuis très 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 longtemps. On s'en souvient déjà dans Un air de famille, quand elle jouait cette fifi un peu benette, quoi, à qui on offrait un collier en pensant que c'était un collier pour un chien. Enfin. C'est une actrice qu'on aime beaucoup, et qui là, enfin, on a envie de dire enfin, a un rôle à sa mesure. Parce que oui, il y avait eu les rôles avec Dussolier, mais là encore, elle partageait l'affiche. Il y a eu quelques rôles où elle était en tête d'affiche, et là, d'un seul coup, elle explose, elle est toute seule. Après, face à Michel Faux, mais Michel Faux est là quand même pour la servir, hein. C'est vraiment un second rôle, très grand second rôle, mais un second rôle. Et là, Catherine Fro sort un numéro
tout bonnement exceptionnelle. Ça fait très 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 plaisir de la voir comme ça. Et je vous dis, voilà, regardez ce film sous l'œil du regard, regardez les regards, regardez comment une société arrive à nier l'évidence que cette personne chante mal parce qu'elle arrive à financer toutes les œuvres, etc. L'argent aussi achète, alors ça c'est le petit fond du film, pourquoi pas, parce que finalement l'argent aussi est à la base de tout ça. Ça vous le découvrirez dans le film, puisque finalement tout le monde essaye de se servir de cette pauvre femme, que ce soit Michel Faux, que ce soit les amis de la Fondation, que ce soit des jeunes reporters, des jeunes d'art contemporain, etc. Alors le fond du film est assez intéressant, la manière de filmer l'est d'autant plus, et ça fait vraiment du bien de voir ça. Sachant que, mine de rien, même s'il chante faux, on réécoute des grands airs d'opéra, et ça fait vraiment très 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 plaisir. Et à la fin, on voit des photos de la vraie, de la vraie personne, donc Florence Foster, et là on se dit le travail de Fro est vraiment exceptionnel. Donc on vous conseille d'aller voir ce film. C'est un film très sympathique, vous pouvez même aller le voir en famille, c'est très très sympa. Alors après, évidemment, il y a des petits dialogues, comme par exemple, il faut pas avoir de sentiments, il faut avoir que des centimètres, des choses comme ça, qui sont très drôles. Alors les enfants, vous essayerez de leur expliquer. Et puis, mais hormis ça, on est face à quelque chose qui est vraiment intéressant. Et puis en plus, le son va travailler petit à petit, parce qu'il faut se souvenir que on est quand même dans une période où il n'y a pas de son, et puis d'un seul coup il y a l'enregistrement du son, donc c'est aussi ça, c'est que d'un seul coup elle va s'écouter pour la première fois avec un phono, et elle va évidemment tomber dans les pommes, parce que elle ne sait pas qu'elle chante mal. Voilà, Louis, je te laisse la parole pour quelques mots sur un autre film qui était présenté à Cannes, de Paolo Sorrentino, qui s'appelle Youth. Oui. Alors là, je crois que ça va être beaucoup plus rapide. Oui, beaucoup plus rapide, parce que très peu de choses à dire sur un film que j'ai trouvé finalement assez inintéressant. Un film que j'ai trouvé assez vide aussi, mais vide d'une autre manière. C'est-à-dire que là, c'est un vide plus émotionnel. C'est-à-dire un film pour lequel on a aussi peu d'intérêt pour les personnages que pour l'histoire. Pourtant, un film qui part d'un postulat assez intéressant. Fred et Mick, qui sont deux vieux amis approchant les 80 ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes pour finalement revenir un petit peu sur leur carrière. Donc l'un est un réalisateur et l'autre est un compositeur de musique, un très grand compositeur de musique. Donc Fred, qui est le compositeur et le chef d'orchestre, désormais à la retraite, n'a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu'il a abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s'empressant de terminer le scénario de son dernier film. Donc les deux amis savent que le temps leur est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne semble se soucier du temps qui passe. Et c'est un petit peu ça le film, voilà. C'est un film sur le temps qui passe, sur la vieillesse, sur la jeunesse, etc. Mais on est dans du Paolo Sorrentino, donc avec une espèce de liberté assumée, mais qui fonctionne assez peu finalement. Une liberté autant dans la mise en scène que dans la construction du scénario, qui part un petit peu dans plusieurs sens, etc. Et malgré le fait que le film tente d'essayer de se canaliser à plusieurs moments, ça ne marche jamais vraiment, puisque... Alors, je rappelle aussi que les personnages sont interprétés par Michael Caine et Harvey Keitel, qui sont deux des plus gros monstres encore vivants du cinéma américain pour Harvey Keitel, et puis plus anglais pour Michael Caine, qui est un acteur anglais. Et c'est fou de le voir dans un film comme Youth, après qu'on l'ait vu dans un film comme Kingsman. Et c'est ça que j'adore chez cet acteur, c'est que c'est quelqu'un qui peut sortir du limier, bon, il y a déjà longtemps, hein, mais... et qui peut continuer à jouer dans Batman, dans Kingsman. Voilà. C'est un acteur qui a une palette de films très très large, et ça fait toujours très très plaisir de le voir. Et on a Harvey Keitel en face, qui est un des acteurs que je préfère au monde, mais le problème c'est qu'ils incarnent des personnages pour lesquels on a très peu d'intérêt, très peu d'empathie, puisqu'on a du mal à les comprendre. En tout cas moi j'ai eu du mal à les comprendre, j'ai eu du mal à rentrer dans cette histoire, et donc du mal à rentrer dans ce film, tout simplement.